ce que je vais vous proposer de faire en 20 minutes, c'est de tenter de renverser ce qui me semble un obstacle pour penser l'articulation de l'individuel et de la communauté en Grèce ancienne. Et cet obstacle, c'est le beau Benjamin Constant. Et je vous lis juste un petit extrait du fameux discours sur la liberté des anciens comparée à celle des modernes, que j'ai mis sur la première diapositive. J'ai mis ce titre de chiasme de la liberté. Vous allez comprendre tout de suite, je lis le texte. Ainsi, chez les anciens, l'individu, souverain presque habituellement dans les affaires publiques, est esclave dans tous les rapports privés. Comme citoyen, il décide de la paix et de la guerre. Comme particulier, il est circonscrit, observé, réprimé dans tous ses mouvements. Comme portion du corps collectif, il interroge, destitue, condamne, dépouille, exile, frappe de mort ses magistrats ou ses supérieurs. Comme soumis au corps collectif, il peut à son tour être privé de son état, dépouillé de ses dignités, banni, mis à mort par la volonté discrétionnaire de l'ensemble dont il fait partie. Chez les modernes, au contraire, l'individu indépendant dans sa vie privée n'est, même dans les états les plus libres, souverain qu'en apparence. Sa souveraineté restreinte, presque toujours suspendue. Et s'il y a des époques fixes mais rares durant lesquelles il est encore entouré de précautions et d'entraves, il exerce cette souveraineté, ce n'est jamais que pour l'abdiquer. Bien. Donc ce chiasme entre anciens et modernes, qui veut que les anciens aient gagné une liberté publique en perdant leur liberté privée, et qu'inversement, les modernes aient gagné la tranquillité privée au profit du renoncement public. Je note juste que l'exception athénienne, juste après avoir prononcé ce paragraphe, Benjamin Constant s'arrête en disant « Je sais ce que vous allez m'objecter, Athènes ». Et donc il concède qu'Athènes a représenté une forme d'équilibre plus grand entre ces deux aspects de la liberté. Mais c'est une exception qui, pour lui, confirme la règle et qui a des limites tout à fait nettes. Et il finit par l'exemple de l'ostracisme pour rappeler que la liberté publique se payait du prix de l'État sur la personne. Bien. Ce qui est étonnant, c'est de faire d'Athènes l'exception qui confirme la règle du rapport entre liberté individuelle et publique en Grèce ancienne, plutôt que de s'intéresser aux continuités qu'on pourrait tirer à partir d'Athènes pour comprendre les formations de l'époque moderne. Alors, magnifique Périclès, j'ai voulu prendre ce petit extrait de l'oraison funèbre prononcée par Périclès, enfin selon la manière dont Thucydide nous l'a rendu, et sous le titre des deux libertés, vous allez voir comment, dans cet idéal de la démocratie athénienne telle qu'elle se projette dans ce discours fait premier mort de la guerre du Péloponnèse, regarde, du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, donc là vous avez, c'est traduit vie publique, je crois que j'ai pris la traduction qu'on trouve sur Internet, sur le site Remac. Donc vous avez les idia, c'est l'individuel, le privé, et puis estakoina, qui est ici l'équivalent du démotia que vous avez à Kathleen de la Fin, les affaires publiques. Donc en ce qui concerne la participation à la vie publique, mais c'est le mot qui veut dire commun, chacun obtient la considération en raison de son mérite et la classe à laquelle il appartient, la partie de la cité à laquelle on appartient, importe moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté et par l'obscurité de sa condition, c'est la traduction de l'aphanéia, le fait que vous ne soyez pas visible socialement. L'obscurité, c'est bien traduit, s'il peut rendre des services à la cité. La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République, et dans nos relations quotidiennes, la suspicion n'a aucune place. Je souligne ce passage. Nous ne nous irritons pas contre le voisin s'il agit à sa tête. Enfin, nous n'usons pas de ces humiliations qui, pour n'entraîner aucune perte matérielle, n'en sont pas moins douloureuses par le spectacle qu'elles donnent. Donc là, il marque, et c'est ça qu'avait bien dit Constant, il marque le fait que dans notre vie privée, nous laissions par exemple le voisin vivre comme il l'entend, et qu'on n'utilise pas d'humiliation individuelle qui sont douloureuses à regarder. La contrainte n'intervient pas dans nos relations particulières, donc liberté dans nos relations individuelles. Une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la République, donc vous
voyez l'équilibre marqué par Périclès, liberté dans le domaine de l'idione, liberté dans le domaine des affaires publiques. Nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois, et parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n'étant pas codifiées, impriment à celui qui les viole un mépris universel. Donc, ce que Périclès répond à Benjamin Constant, c'est que les Athéniens n'ont expérimenté la liberté publique que parce qu'ils étaient libres aussi dans leur vie privée. Je fais juste ici un tout petit point sur l'historiographie, après avoir utilisé Périclès, contemporaine, qui permet de répondre et de corriger largement l'image que nous donne Benjamin Constant. Je vous renvoie à quatre ouvrages qui me semblent fondamentaux, dans leur ordre chronologique. Paul Lemont dans La cité grecque archaïque et classique et l'idéal de tranquillité, 1990, s'est intéressé à cette idée de le pragmone, l'homme tranquille, qui est un mot mis en avant dans les débats bibliques du Ve siècle, même par ceux qui ne le sont pas. La tranquillité, c'est le fait de ne pas participer outre mesure à la vie publique et surtout de ne pas poursuivre chacun en justice, les institutions judiciaires étant parfois le terrain où l'on poursuivait la lutte politique. Bien. La qualité de la participation, dis-je, s'atteste par la constance du retrait. C'est en montrant que vous êtes tranquille, que vous ne sollicitez pas les institutions en permanence, que vous insistez sur le fait que quand vous le faites, c'est pas pour rien. Donc la tranquillité comme ce que l'individu met en avant, le retrait sur sa sphère privée, pour mettre en avant la qualité de ses interventions. Deuxièmement, autre ouvrage fondamental, la fluidité, celui de Schmitt-Pantel et François Polignac, qui avait Pauline Schmitt-Pantel et François Polignac dirigé ce volume publié en 1998 dans la revue Ctema, qui a un collectif d'historiens qui, à ce moment-là, insistait beaucoup sur la fluidité du monde social athénien entre ces deux faces, privées et publiques, au point qu'il disait qu'il fallait surtout se concentrer sur l'ensemble des espaces intermédiaires entre celui bien identifié de la maison et celui, par exemple, de la boulée du Conseil athénien, l'ensemble des espaces intermédiaires où vous voyez les lieux, les conduites, les pratiques brouiller ces cadres opposant la vie individuelle et la vie publique. On pourrait dire une des belles conséquences de ces études, c'est celle de Paulin Ismar, qui a fait sa thèse avec Pauline Schmitt-Pantel, et qui a justement essayé de montrer l'omniprésence du phénomène associatif à Athènes. Pour résumer les choses, on pourrait se dire que, contrairement peut-être à l'image qu'on a avec Benjamin Constant, mais encore avec Hannah Arendt, le citoyen athénien ne sort pas de l'obscurité de sa vie privée pour se jeter tout d'un coup dans la lumière de l'Assemblée. Il est probablement dans 7 à 8 associations cultuelles, locales, associations de DEM dont Paulin Ismar recueille les actes juridiques qui permettent de témoigner encore de leur existence. Il a donc géré du collectif, du commun, même limité à l'échelle d'un culte, un culte d'Isis dans son quartier, d'Hermès, l'Assemblée du DEM et toutes les fratries, les associations dans lesquelles il pouvait impliquer. Ce qui fait que la vie publique au sens de l'institution de l'Assemblée ou du Conseil ne sont que le prolongement d'une pratique du commun disséminée dans toute la société. Et enfin, le volume de 2008 de Josier Aubert, dont on a publié une partie des conférences en français dans le volume de Savoir public, Democracy and Knowledge, dans lequel, appliquant la théorie des réseaux, Aubert essaie de montrer que l'efficacité épistémique du Conseil athénien tient précisément à son brassage des individus et aux trous structurels qui apparaissent entre les individus brassés en donnant une prime à l'innovation sociale. Voilà, ces 4, peut-être, bornes, repères dans l'historiographie contemporaine pour comprendre la part individuelle de la liberté politique chez les Athéniens. Alors, je vous emmène un tout petit peu dans une ontologie des communs pour essayer de comprendre comment cette vie publique athénienne
pouvez trouver dans l'action individuelle, même dans ce qu'on fait chacun de son côté, quelque chose qui concerne le commun. Je passe par les commentaires au premier chef des catégories d'Aristote, chez Porphyre, mais pas seulement chez Porphyre. Je vais vous donner le titre de l'article dans lequel je l'ai regardé. Le combien, cette phrase très aristotélicienne, en combien de sens se dit le commun? Et le commun se dit en plusieurs sens. Et je vous ai fait une petite arborescence. On voit bien, donc le commun, il peut se dire comme indivisible ou comme divisible. Alors, je reprends d'abord l'indivisible parce que c'est celui qui nous posera le moins de problèmes. L'usage, un commun indivisible à usage simultané, la voix de l'acteur. Nous sommes tous ensemble au théâtre, nous écoutons un acteur, nous entendons tous la même voix en même temps. Commun indivisible à usage simultané. Commun indivisible à usage successif. Eh bien, le cheval dont aurait hérité deux frères et qui se le prêterait parce qu'ils n'ont pas pu le couper en deux. D'accord. Le commun divisible. Qu'est-ce que c'est que le commun divisible? Alors, il y a le commun divisible avec retour au commun. C'est la place de théâtre ou la place au bain public, au sens où vous avez loué une place de théâtre et vous la rendez après avoir assisté à la pièce. C'est quelque chose qui reste un bien collectif. Vous le louez pour un spectacle, vous le rendez après. Jusque-là, tout va bien. Mais le premier, le commun divisible à destination individuelle. On nous parle de part de pain, de vin, de butin, de richesse. Ça, on accumule tous les exemples qu'il y a chez tous les commentateurs des catégories après Porphyre. En quoi est-ce qu'une part individuelle de pain, de vin, de butin, de richesse peut-elle encore être commune? Bon. Ben, c'est ça qu'on va essayer de comprendre dans les minutes qui nous restent. Et je vais vous présenter la typologie de deux formes du commun que j'avais essayé de présenter dans l'article dont vous avez la référence ici. Et le premier, je l'appelle exclusif, au sens où il constitue une part à part, exclusive, des parts individuelles. Le meilleur exemple, c'est celui qu'on peut tirer du chant 15 de l'Iliade. Voilà donc Poséidon, il n'est pas content, il veut rappeler qu'il est égal à Zeus, il faut que Zeus arrête de croire qu'il peut lui donner des ordres en permanence. Nous sommes en effet trois frères issus de Chronos et que mis au monde Rhea, Zeus et moi-même, Zeus, donc moi-même, et troisième Hadès, qui règne sur ceux qui sont en dessous. Toutes les choses furent distribuées en trois. Donc il y a un partage, chacun recevant sa part, tirage au sort des parts d'héritage. Et moi, en vérité, quand nous avons secoué les sorts dans un casque, qui tombe à côté du casque, j'obtins la mer grise comme éternel habitat, Hadès, quant à lui, obtint les ténèbres brumeuses, et Zeus tira le vaste ciel dans les terres et les nuages. Donc, trois parts. En fait, il y en avait 5. Mais voici, la terre et le grand Olympe, en revanche, sont restés communs à tous. Là, vous avez le commun. C'est ce que j'appelle le commun exclusif, puisqu'il est à part des parts individuelles qui ont été données aux trois frères. Et à côté, donc ça c'est une gestion d'héritage ancienne, il y a du commun qui reste en gestion indivise, et puis des parts attribuées à chacun. Très bien. C'est ce commun-là qui est susceptible de subir, par exemple, la tragédie des communs. Quand vous voulez reporter des dépenses que vous pourriez faire sur votre parcelle, sur la parcelle commune. Et il y a cette deuxième forme de commun que j'appelle inclusif. Pourquoi? Parce qu'elle consiste dans une somme de parts individuelles. Regardez, là, c'est le fameux moment où les myrmidons reviennent dans la bataille devant Troie, et ça fait mal quand ils rentrent sur le champ de bataille. Aussitôt, ils se répandent, pareil aux guêpes que l'on trouve sur les chemins, que les enfants ont l'habitude d'irriter, les agaçant sans cesse, au bord du chemin où elles ont fait leur nid. Enfantillage, ils offrent ainsi un mal commun, synonyme cacone, à tant d'autres. Voilà un mal commun. Regardez comment il se distribue. Lorsqu'un voyageur s'en ira passer près d'elle, il les mettra en branle sans le vouloir. Celles-ci mettront leur cœur vaillant à toute volée à l'attaque pour défendre leurs enfants. Ce mal commun, il n'existe pas à part d'autres parts individuelles. Il est une somme de parts individuelles. Allez donc passer par ce chemin. Il y aura du mal pour chacun. Chacun aura sa part de ce mal en passant par ce chemin. Je mets en regard un texte de Démocrite ultérieur pour
commencé à amener cette idée d'un commun comme externalité positive ou négative. Mais là, c'est l'usage que chacun fait d'une ressource qui est source d'un mal ou d'un bien collectif. L'usage intelligent des richesses, nous dit Démocrite, est utile pour la liberté et pour le bien public. Mais utilisé de manière insensée, c'est un fardeau commun. La façon dont nous faisons usage chacun de notre côté de notre richesse est un bien ou un mal pour le commun, nous dit Démocrite. Nous avons l'idée, là encore, vous voyez, d'un commun en bien ou en mal qui est inclusif. On peut d'autant moins y échapper que la façon dont chacun en use modifie ce qui est disponible pour tous. C'est ce que j'avais tenté d'appeler une omnimodifiabilité. Chacun, avec sa part, modifie ce qui est disponible pour tous. Ça serait l'inverse de la rivalité des économistes. Une générosité de ce commun. Il faut donc penser que le commun soit un rapport, un certain rapport entre des parts individuelles. Si vous vous souvenez tout à l'heure du texte où Poséidon voulait rappeler à Zeus qu'il était son égal. Juste avant ce texte, je n'ai pas tout cité, mais il a dit qu'il était isotime, isotimie, c'est-à-dire qu'il était égal en honneur, et qu'il l'était parce qu'il était isomorphe, c'est-à-dire qu'il avait une part égale. Donc là, vous avez cette idée que l'égalité en honneur, mais aussi l'égalité des droits, il nous en a parlé, Périclès, c'est la fameuse isonomie, elle est pensée par ces anciens comme l'égalité des parts. C'est parce qu'on a la même part qu'on est égal en droit et en honneur. C'est quelque chose sur lequel on aurait pu prendre le fameux livre de Pauline Schmidt-Pantel sur la cité au banquet, le fait qu'avoir sa part au banquet de la cité était à l'époque archaïque le meilleur moyen de vous sentir un citoyen égal. Je prends Borechki, parce que c'est peut-être moins connu, qui essaie de montrer comment les concepts fondamentaux de la philosophie politique des anciens, notamment l'isonomie, l'isonémène, peuvent être dérivés alors il appelle ça l'idée tribale, c'est-à-dire les idées de distribution, de parts individuelles, de parts collectives. Encore dans le cadre du butin, par exemple. Donc ça nous permet de répondre à la question qu'on s'est posée avec Porphyre. Oui, il peut y avoir du commun dans les parts individuelles si elles nourrissent entre elles un certain rapport, par exemple, d'égalité. Et là, on ne va pas rentrer dedans, mais ce serait le bon moment pour reprendre la question de la mise au milieu dans l'idéologie athénienne. C'était quelque chose qu'avait beaucoup travaillé Vernon, mais j'ai mis une référence chez d'Étienne parce que dans cet article, il reprend la façon dont la mise au milieu, je mets le pouvoir au milieu pour vous, les mots de Maillandros dans Hérodote, commentés par Vernon, et là d'Étienne reprend tout ça et le défend contre un certain nombre d'objections. Donc cette idée que il y avait là la géométrisation du commun de la démocratie athénienne, cette idée que mettre en commun, c'était mettre au milieu, parce qu'on était peut-être à équidistance du milieu. Dans l'article que je vous ai cité avant, des Annales, j'avais essayé de dire que c'est pas comme ça qu'il fallait schématiser le cercle, mais que cette mise au milieu, ça veut plutôt dire que chacun a sa part. Chacun la prend. Ce qui est au milieu est à prendre par chacun. Chacun son tour. Chacun son tour exercer des magistratures. L'action collective, c'est celle dans laquelle chacun accomplit sa part. Chacun la prend. Chacun l'accomplit au bon moment, quand c'est son tour. Voilà cette idée, notamment de la rotation dans l'exercice de l'action collective. Je veux donc conclure en vous parlant d'un commun comme agir disséminé. Ça fera peut-être écho à des choses qu'on a entendues précédemment. Et j'ai deux auteurs, deux Athéniens, deux Socratiques, Platon et Xénophon, pour essayer maintenant une ultime réponse à Benjamin Constant. Alors, ce ne sont pas forcément les plus grands des démocrates, mais ce sont des Athéniens, et je crois que la façon dont ils parlent, alors l'un d'une cité qu'ils
rêve, dans Platon dans les lois. L'autre, des pratiques des citoyens qu'il connaît. Je pense que les façons dont ils en parlent disent quelque chose de la manière dont les anciens athéniens pensaient le rapport entre l'action individuelle et le bien commun. D'abord, alors, dans ce livre 6 des lois, Platon met en scène cet étranger athénien qui ne veut pas qu'on fasse des murs autour de la cité. Pourquoi? Si vous avez fait un mur commun, à part des maisons individuelles, ça sera un commun exclusif, on va se relâcher derrière ce mur. Alors que si on fait ça, s'il faut dès le départ déployer les bâtiments des habitations individuelles de telle sorte que toute la cité est un mur unique, grâce à l'uniformité, à la similitude de toutes les maisons ayant toute une solide clôture en direction des voies des routes. Donc il met les maisons en cercle concentrique et il fait donc de l'enceinte dernière une somme de domaines individuels. Elles ne se touchent pas, elles ont chacun leur jardin, leur petit terrain, leur petit lopin autour de la maison, ce qui fait qu'on ne s'endort pas, il n'y a pas un mur global, il faut toujours rester alerte et entraîné pour défendre sa part de l'enceinte de la cité. Et donc ce sont bien des parts individuelles qui réalisent, nous sommes tous des pierres, du mur commun, littéralement. Et regardez enfin, je suis désolé de finir par une sorte d'éloge de la chasse, et des chasseurs avec Xénophon, dans la traduction faite par Vincent Azoulay et Pierre Pontier, dans le volume qui a été présenté par Joël, de l'anthologie sur le commun, l'individuel, le privé et le public que nous avions réalisé. Certains prétendent qu'il ne faut pas aimer la chasse pour ne pas négliger les affaires de la maisonnée. Donc il répond à l'objection comme quoi, à force de passer son temps à la chasse, on négligerait les affaires de son oikos. Ils ne savent pas pardon, j'ai recopié ça trop vite, il y a des petites coquilles, ils ne savent pas tous ceux qui font du bien à leur cité et à leurs amis, ils ne savent pas que tous ceux qui font du bien à leur cité et à leurs amis sont les plus attentifs aux affaires de leur maisonnée. Donc si les passionnés de chasse se disposent à être utiles à leur patrie pour les affaires les plus importantes, ils peuvent même ne pas négliger leurs affaires personnelles. Donc il y a cette idée que le chasseur, il réalise les deux libertés. Il se maintient en forme, il s'exerce au combat, aux armes, il parcourt la campagne, donc il est un citoyen qui se prépare à la guerre. Et puis, donc, il est de ce point de vue une pierre du mur commun. Et en même temps, il s'occupe de son domaine et ces choses privées et individuelles sont bien soignées. Donc, si les passionnés de chasse se disposent à être utiles à leur patrie pour les affaires les plus importantes, ils peuvent même ne pas négliger leurs affaires personnelles. Car pour chacun, les affaires de la maisonnée sont préservées et compromises en même temps que celles de la cité. De sorte que ces personnes préservent non seulement leurs propres affaires, mais aussi celles des autres particuliers. Regardez, c'est remarquable cette dernière phrase, puisqu'il montre que l'on ne peut pas sauver les affaires de la cité sans sauver celles de la maisonnée et vice-versa. Il y a une sorte d'externalité qui marche dans les deux sens. Vous ne pouvez pas sauver le bien commun sans sauver vos biens particuliers, et la ruine du bien commun ruinerait vos biens particuliers. Et quand vous vous occupez de vos propres affaires, vous vous occupez aussi de celles de tous les autres. On retrouve ce que disait Démocrite. Voici la part individuelle de l'agir collectif selon nos auteurs anciens. Je m'arrête là. Merci beaucoup de cet exposé vraiment très très intéressant aussi qui, je trouve, arrive à point au sens où on a une vision de la vie politique de la Grèce antique totalement fantaisiste finalement et extrêmement simplificatrice. Il y a une phrase d'Aristote à laquelle ça m'a fait penser, que j'aime beaucoup, qui est qu'il y a un gouvernement dans la famille et qu'une famille d'humains n'est pas une famille d'ours. Et que justement, même dans la famille, les gens doivent se mettre d'accord grâce aux notions communes qu'ils héritent sur la marche à suivre et les modalités de leur vie, de leur existence commune. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans tout cet exposé qui fait qui fluidifie finalement les relations entre l'individuel, le personnel, le commun, le collectif. J'aurais envie de vous poser la question d'ailleurs de savoir s'il n'y aurait pas lieu de faire une distinction entre commun et collectif,
pour éviter de penser les parts sous le régime d'une identité, enfin, d'une égalité qui ferait en fait une identité. Mais ça, voilà, je le laisse comme ça, un peu en filigrane.